On nous a appris que l'histoire d'Haïti commence avec l'arrivée de Christophe Colomb. Pourtant, c'est faux. L'histoire d'Haïti ne commence pas avec l'esclavage, ni avec les plantations, ni avec la colonisation espagnole. L'histoire d'Haïti commence bien avant les chaînes, avant la traite, avant la violence, il y avait une île. Et sur cette île, il y avait les peuples autochtones. Et cette île s'appelait Haïti, Boyo ou Quisqueya, des mots qui signifiaient terre montagneuse, terre généreuse, mère de toutes les terres. Avant que le monde ne la découvre à travers les yeux des colons, Hispaniola était déjà un monde en soi. Une société organisée, des chefs, des poètes, des femmes de pouvoir, des guerriers. Il y avait Haïti, la terre montagneuse. Let's get started. Montagneuse. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous plongeons dans la fascinante histoire de ce pays, autrefois appelé la perle des Antilles. Mais si on remonte encore plus loin dans le temps, on saura qu'il s'appelait autrement. Voici donc l'histoire d'Haïti, bien avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ce monde oublié, celui que les manuels d'histoire ont passé sous silence. Hispaniola, aujourd'hui partagée entre Haïti et la République dominicaine, est la deuxième plus grande île des Caraïbes. Avant la conquête européenne, elle était l'un des centres les plus peuplés et les plus organisés de la région. Des peuples y vivaient depuis des millénaires. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces de présence humaine remontant à plus de 5000 ans avant notre ère. Ces premiers habitants venaient probablement du bassin de l'Orénoque, en Amérique du Sud, ou des côtes de l'Amérique centrale, arrivant par vagues, en pirogue, guidés par les étoiles, les vents et l'instinct. Les premiers habitants furent les Siboney, un peuple de chasseurs-cueilleurs, vivant principalement dans les cavernes. Les Siboney faisaient partie du groupe plus large des Arawaks, mais ils représentaient une culture plus ancienne, que certains archéologues relient au paléo-indien ou mésindien des Caraïbes. Ils sont probablement arrivés dans les îles depuis le nord de l'Amérique du Sud, plusieurs milliers d'années avant notre ère. Ils ont occupé une bonne partie de l'île, mais surtout des zones montagneuses ou côtières, vivant dans de petites communautés dispersées. Ils vivaient dans de petites huttes circulaires, regroupées en hameaux. Leurs outils étaient principalement faits de pierre, d'os, de coquillages. Contrairement aux Taïnos, ils ne fabriquaient pas de céramique, ce qui les distingue clairement sur le plan archéologique. Ils ne pratiquaient pas ou très peu l'agriculture. Ils cueillaient les fruits sauvages, pêchaient dans les rivières et en mer, et chassaient les petits animaux et les oiseaux. Leur mode de vie était simple, mais parfaitement adapté à l'environnement. Lorsque les Taïnos sont arrivés dans les Caraïbes, probablement vers 1000 et 1200 après Jésus-Christ, les Siboney étaient déjà une minorité en déclin. Certains récits indiquent qu'ils ont été assimilés progressivement, d'autres qu'ils ont été repoussés dans les régions les plus reculées de l'île, notamment les zones montagneuses. Ils furent donc ensuite rejoints, puis supplantés par les Arawaks, aussi appelés Taïnos, un peuple plus sédentaire venu du nord de l'Amérique du Sud. Les Taïnos apportèrent avec eux une agriculture structurée, comprenant le maïs, le manioc, la patate douce et l'arachide. Ils introduisirent également des techniques de pêche sophistiquées, des objets en céramique décorés et une organisation sociale hiérarchisée. Ce sont eux qui, à l'arrivée de colons, dominaient Hispaniola. Contrairement à l'image primitive véhiculée par les chroniqueurs européens, la société taïno était loin d'être anarchique ou désorganisée. Elle était divisée en cacicazgos, des chefferies gouvernées par un cacique, chef politique et spirituel. Chaque cacique était entouré de conseillers, de prêtres, appelés bouti, de chefs de guerre et de responsables agricoles. On estime qu'il y avait 5 grands cacicazgos sur l'île,
Mariannes, les Mariannes, au nord-ouest. Les Maguas, au nord-est. Les Maguanas, au centre. Les Xaraguas, au sud-ouest. Et enfin, les Igués, à l'est. Chacun comptait plusieurs milliers d'habitants, organisés en villages appelés Yucayeke. Le pouvoir n'était pas absolu. Il reposait sur le respect des traditions, la générosité du chef et l'équilibre entre les besoins du peuple et ceux de la terre. Les Taïnos vivaient de l'agriculture, de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Leur culture principale était le manioc, qu'ils transformaient en galettes, aliment de base de leur régime. Ils cultivaient aussi du maïs, du coton, des haricots, des arachides, des fruits tropicaux. Les Taïnos savaient tisser, fabriquer des hamacs, des filets de pêche, des paniers. Ils taillaient la pierre pour en faire des haches, des pilons, des mortiers. Mais plus encore, leur relation à la nature était sacrée. Chaque plante, chaque animal, chaque élément était habité par une énergie, un esprit. Ils vivaient dans une forme d'écologie spirituelle, où l'humain n'était pas au-dessus du monde, mais au milieu de lui. Les Taïnos croyaient en une force supérieure appelée Yuca'u, créateur de la vie, et en Atabay, déesse mère, source de l'eau, de la fertilité et de la lune. Ils honoraient aussi les Emi, des esprits ancestraux ou divins représentés par des statues, des objets sculptés, des figures de bois ou de pierre. Les Bohuti, les prêtres et guérisseurs, communiquaient avec les Emi grâce à des chants, des danses, des plantes sacrées et des rituels initiatiques. Les cérémonies se déroulaient dans des espaces appelés bâtés, qui servaient aussi de terrain pour le jeu de bal rituel. Un jeu sacré symbolisant les forces du cosmos. La musique, la danse, les tambours et les maracas rythmaient la vie quotidienne, les fêtes, les semences, les naissances, les deuils. Les chroniqueurs espagnols ont souvent décrit les Taïnos comme dociles, timides ou innocents, des qualificatifs chargés d'arrogance coloniale. En réalité, leur culture reposait sur l'harmonie, la solidarité, la réciprocité. Le système social favorisait le partage des ressources. Les enfants étaient éduqués collectivement. Les anciens étaient écoutés, respectés. Les conflits étaient rares et souvent résolus par le dialogue. Leur monde n'était pas utopique, mais il fonctionnait. Et surtout, il était profondément humain. Dans l'histoire des Taïnos, une figure se détache, à la fois charismatique, politique et profondément tragique. Anacaona. Anacaona, dont le nom signifie « fleur d'or », était une cacique, c'est-à-dire une chef politique, mais aussi poétesse, diplomate, protectrice de la culture taïno. Elle était la sœur de Bohétio, le cacique de Xaragua, une des 5 grandes chefferies de l'île, et elle-même épouse de Caonabo, un autre grand chef taïno, connu pour avoir résisté farouchement aux premiers Espagnols. À la mort de son frère, Anacaona devient la dirigeante de Xaragua, une région prospère, culturellement raffinée, où l'art, la musique et la poésie étaient au cœur de la vie collective. Contrairement aux idées reçues, les sociétés taïnos reconnaissaient le leadership féminin. Anacaona a su rassembler, négocier, apaiser les tensions avec les colons espagnols au tout début de leur installation. Elle a tenté de protéger son peuple par le dialogue, la diplomatie, tout en gardant sa dignité de souveraine indigène. Mais son destin fut brisé par la violence coloniale. En 1503, le gouverneur espagnol Nicolas de Ovando, méfiant de l'influence d'Anacaona, lui tente un piège. Il l'invite à une fausse cérémonie où de nombreux chefs taïnos sont brûlés vifs. Anacaona est faite prisonnière, accusée de trahison sans preuve, puis pendue publiquement. Sa mort marque un tournant symbolique. C'est la fin de l'espoir d'un dialogue pacifique entre colons et taïnos. Mais son nom, sa mémoire, n'ont jamais disparu. Si Anacaona représentait l'intelligence politique, Caonabo représentait la résistance militaire.
Kaonabo était un cacique du royaume de Maguana et le mari d'Anacaona. Il est le premier chef indigène à s'être opposé par les armes à la domination espagnole. En 1493, il attaque et détruit le fort de la Navidad, tuant tous les colons présents. Sa capture par les Espagnols est restée légendaire. Il l'aurait piégé avec des menottes magiques en fer, qu'il aurait acceptées sans savoir qu'il s'agissait de chaînes. Kaonabo meurt en mer, en route vers l'Espagne, sans jamais revoir sa terre. Mais son nom reste comme celui du premier résistant d'Haïti. Frère d'Anacaona, Boechiо a régné sur Xaragua avec sagesse et stratégie. Plutôt que d'affronter directement les colons, il a choisi d'organiser la résistance en renforçant les alliances avec les autres royaumes taïnos. Sous son règne, Xaragua est devenu un centre culturel florissant, reconnu pour sa poésie, ses cérémonies artistiques et son ouverture. Il laisse à sa sœur un royaume fort qu'elle tentera de protéger, jusqu'au sacrifice. En 1492, tout change. Christophe Colomb débarque sur les côtes d'Hispaniola. Il est accueilli avec curiosité, générosité, mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar. L'or, la soif de richesse, la volonté de domination prennent le dessus. Les Taïnos sont réduits en esclavage, décimés par la guerre, les maladies, les abus. En moins de 30 ans, la quasi-totalité de la population autochtone d'Hispaniola aura disparu. Certains historiens parlent de plus d'1 million de morts. Une civilisation entière, avec ses savoirs, sa langue, sa spiritualité, sera balayée par la violence coloniale. L'histoire de ces chefs, de ces femmes puissantes, de ces peuples connectés à la terre, on ne l'enseigne pas. On commence souvent le récit d'Haïti avec l'esclavage, avec la colonisation, comme si rien n'existait avant. Mais cette mémoire vit encore. Dans les danses vaudou qui reprennent les rythmes anciens, dans les noms de lieux, dans les chants, dans la résistance du peuple haïtien à toute domination. Avant la douleur, il y avait l'harmonie. Avant l'esclavage, il y avait la dignité. Avant Haïti, il y avait Haïti. L'histoire de cette île ne commence pas en 1492. Elle commence des millénaires plus tôt, avec des peuples qui ont bâti une culture raffinée, une société équilibrée, un rapport au monde basé sur le respect. Se souvenir de cette histoire, c'est redonner à Haïti toute sa profondeur. C'est dire que l'île n'est pas née dans les chaînes, mais dans la lumière. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage-la, et surtout, n'oublie pas que l'histoire d'un peuple ne commence jamais avec sa souffrance. Elle commence avec sa grandeur, et celle d'Haïti est immense.